Nous sommes ravis, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de cette première conférence plénière organisée à l'occasion d'Educatech Expo sur le sujet des alliances éducatives et plus globalement autour de cette question: à qui appartient finalement le numérique éducatif, voire l'éducation au numérique? Depuis de nombreuses années, vous le savez, les territoires investissent massivement, équipements numériques, dispositifs d'accompagnement, programmes menés dans les établissements, en misant bien souvent sur les acteurs scolaires. Alors quand je dis les territoires, vous aurez aisément compris que je parle ici plutôt de collectivités. Sauf que certaines initiatives menées par des collectivités, justement, ou des associations d'éducation populaire, des médiateurs et conseillers numériques, ou encore certains acteurs des EdTech montrent qu'il existe d'autres cadres d'apprentissage parfois plus souples, plus inclusifs, plus adaptés aux réalités des familles et des jeunes. Alors on a des exemples, des tiers-lieux qui deviennent des espaces d'émancipation, des médiathèques qui deviennent des laboratoires d'expérimentation, des centres sociaux qui créent de nouvelles dynamiques d'apprentissage et surtout des partenariats hybrides qui permettent de travailler en écosystème. Bref, notre sujet aujourd'hui lors d'Educatech, c'est d'essayer de comprendre ce qui forge ces alliances éducatives, c'est d'identifier les contextes dans lesquels elles peuvent s'épanouir et puis peut-être aussi de se demander ce que cela change pour les publics bénéficiaires. Par ailleurs, il ne vous aura pas échappé que nous sommes dans un contexte de restrictions budgétaires. Donc on se posera la question de savoir exactement si ces alliances éducatives sont aussi une solution face à ce qui nous attend sur les territoires. Pour commencer cette rencontre, on a essayé d'innover dans le format des rencontres plénières cette année avec Sophie de Quatre-Barbes, que vous retrouverez cet après-midi, pour essayer de réinventer un peu le format. Donc cette année, on a 2 prises de parole d'ouverture qui permettent de comprendre le sujet, et ensuite on donnera la parole aux acteurs qui mènent des projets sur les territoires pour essayer de découvrir finalement comment ça se passe concrètement. Évidemment, on gardera un temps de questions. C'est parti ? Alors, j'ai donc le plaisir d'accueillir avec moi sur scène Pauline Reboul et Julie Stein, qui sont et là. Je suis très bien entourée. Pauline Reboul, elle est chercheuse, elle travaille sur la question de l'éducation au numérique ou du numérique éducatif depuis plusieurs années. Alors ça, c'est les femmes, elles se mettent rarement au milieu. Mais c'est pas grave, vous êtes très bien ici. Et donc, du coup, elle est spécialiste de ces sujets-là et elle a mené quand même plusieurs travaux de recherche sur les alliances éducatives qui viennent étayer finalement ce qu'elle va nous raconter, même si vous verrez qu'on va faire un pas de côté. Et je suis ravie aussi d'accueillir Julie Stein, qui est responsable sectorielle éducation pour la Banque des Territoires. On est bon ? Vous posez le cadre et c'est Pauline qui commence avec un micro. Je t'en prie. Ça marche. Pauline, alors, c'est à toi. Mais tu peux le faire juste ici si tu veux. Ouais, je veux bien, et je veux bien le petit bidule. Et ça, c'est toi qui as la zapette. Ça marche. Parfait. Ok. Bonjour à toutes et tous. Merci de m'avoir proposé cette introduction. Du coup, je vais vous parler, pour commencer un petit peu cette réflexion sur les alliances territoriales et finalement la façon dont le numérique éducatif est déjà sorti des écoles. Je vous propose, moi, de revenir finalement sur la temporalité, l'histoire de ce numérique éducatif et de son rapport au territoire. À partir de 2 travaux de recherche que j'ai menés. D'abord, une thèse que j'ai réalisée dans une collectivité, une métropole, au sein du service qui s'occupait du coup du numérique éducatif et dans lequel j'ai observé la manière dont la collectivité essayait de se saisir de ce sujet-là. Et par ailleurs, un travail de repérage, d'état des lieux plus récent qui m'a amené à identifier et analyser 43 actions territoriales en matière de numérique éducatif. Ce que je voulais vous dire pour introduire tous ces sujets-là, c'est que la question du territoire et du numérique éducatif, elle est liée et elle est très ancienne puisque finalement, dès les années 80, et plus exactement en 1985 autour du plan informatique pour tous,
le finalement déploiement des ordinateurs, des infrastructures, des réseaux dans les établissements scolaires se fait en lien avec un autre grand changement dans l'organisation de la scolarité, qui est les lois de décentralisation, qui du coup attribuent aux collectivités territoriales un certain nombre de responsabilités, dont l'équipement informatique, il y a aussi les bâtiments. Donc à partir de là, cette relation entre le territoire et le numérique éducatif se tisse, s'articule. Mais en fait, ce qu'on observe dans les années 90 jusqu'à 2020, c'est qu'elle se tisse avec finalement une forme de paradoxe un peu permanent entre des initiatives un peu locales qui sont souvent des expérimentations mais qui dépassent pas le stade finalement de l'expérience et du coup des grands plans nationaux qui maintiennent une forme de division du travail entre l'école qui garde finalement la responsabilité de la pédagogie et les territoires et les collectivités territoriales qui restent quand même relativement positionnés du côté du bâtiment, de l'équipement, de la technique, de l'outillage. Ça change fondamentalement en 2020, parce qu'en 2020, il y a quelque chose qui nous a tous bouleversés, bousculés, qui est la crise sanitaire. Et cette crise sanitaire a profondément réactualisé les enjeux de la territorialisation de l'action éducative. C'est-à-dire, en fait, l'éducation et le territoire, c'est pareil, c'est cette idée qu'on arrive à penser des territoires apprenants, des territoires éducatifs, ça a toujours été là. Mais là, il y a une rencontre entre cet enjeu de la transformation numérique de la question éducative et la façon dont le territoire peut agir pour l'éducation. Et là, j'apprends à utiliser la zapette. Ça, hop. Non, c'est pas comme ça. Voilà. Donc, juste pour illustrer rapidement ce que j'essaye de vous dire, je vous fais un zoom sur ce que moi j'ai observé. À ce moment-là, j'étais du coup en immersion dans cette collectivité territoriale pour mon travail de thèse. Et donc, en 2020, autant dire que c'était pas facile de travailler sur la question des questions éducatives et de pédagogie dans une collectivité. Tout d'un coup, le sujet devient beaucoup plus fort, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus possible. Finalement, les acteurs... Donc, les petits post-it, c'est des témoignages d'acteurs de cette collectivité qui font un gros débrief sur ce qui s'est passé pendant le premier confinement. Et on voit un peu tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, cette tension entre la responsabilité du bâtiment, la responsabilité de la pédagogie. Mais ce qu'on a observé à ce moment-là, c'est 3 indices très forts d'une réappropriation de la question éducative par le territoire. D'abord, l'investissement stratégique de la question de l'inclusion numérique. C'est en fait cette expérience, cet épisode a aussi énormément remis sur la table les enjeux de fracture, de distance des familles avec finalement l'outillage numérique qui était proposé par l'école. Un autre investissement intéressant, c'est finalement le fait que la collectivité réalise qu'elle a des traces à travers finalement son ENT qui peuvent être extrêmement intéressantes pour piloter l'action éducative et pas uniquement piloter les usages, mais dire des choses sur justement les fractures sur les territoires, enfin, donner à voir ce qui se passe en termes de dynamique éducative sur le territoire. Et le troisième indice, c'est finalement le moment où la collectivité se dit mais en fait ces ressources que je mets à disposition de l'école, je pourrais les mettre aussi à disposition d'autres acteurs éducatifs du territoire, des écoles de musique, des centres sociaux. Et donc du coup, une ouverture de cette stratégie d'équipement vers d'autres types d'acteurs que l'école. Maintenant, quand on regarde là sur les 3 ou 4 dernières années, finalement les dynamiques d'appropriation territoriale de cette question du numérique éducatif, on observe 4 tendances qui s'articulent. Je veux dire, c'est pas des projets uniquement dans l'une ou dans l'autre. On a une tendance qui relève de l'école connectée, donc qui est vraiment dans la continuité de l'histoire que je viens de vous présenter, mais qui introduit des nuances. On va penser l'équipement en se posant des questions d'usage. On va penser l'équipement en se posant des questions plus thématiques. On va penser l'équipement en se posant des questions éthiques, de sobriété. Enfin, voilà. Donc il y a un réinvestissement de ces questions d'équipement avec des spécificités. On a un deuxième axe qui est finalement relève de l'école ouverte sur le territoire avec des hybridations souvent de lieux.
On va du coup proposer des lieux qui permettent de mener à la fois une politique culturelle, une politique éducative ou une politique d'inclusion. On a des tendances qui, du coup, investissent clairement l'inclusion numérique, donc du coup, qui repensent cet enjeu de favoriser l'appropriation cognitive de ces outils en accompagnant les élèves, mais aussi finalement en accompagnant les parents, en travaillant sur des enjeux de solidarité. Et puis, on a une tendance qui reste dans le champ de l'innovation et de la gouvernance avec des coopérations assez intéressantes entre des acteurs locaux et des EdTech pour imaginer, à partir des usages, à partir des utilisateurs, des fonctionnalités qui répondent à des besoins. Voilà. Et donc, du coup, avec finalement ce très rapide histoire du numérique éducatif et des territoires, je vous propose 6 questions, peut-être pour appréhender les présentations des initiatives que vous allez, à laquelle vous allez assister. Quand on pense des alliances sur les territoires autour du numérique éducatif, il y a 6 questions qui émergent assez rapidement. Il y a cette question de la légitimité qui est héritée, je vous l'ai dit, finalement. Qui a le droit d'agir sur quoi? Comment est-ce qu'on se sent légitime pour aller sur des questions de pédagogie, aller sur des questions plus éducatives, aller sur des questions d'inclusion? Donc c'est une question importante, cette question de la légitimité. La deuxième question, elle est encore plus importante. En fait, avec le numérique, très souvent, on oublie de se poser un peu la question des finalités. Pourquoi est-ce qu'on veut faire un projet d'alliance territoriale en matière numérique éducatif? Et on peut vouloir le faire pour plein de raisons différentes. Est-ce qu'on veut le faire pour réduire les fractures? Est-ce qu'on veut le faire pour renforcer la coéducation? Est-ce qu'on veut le faire pour enrichir encore les expériences éducatives, les expériences scolaires, mais d'autres formes d'expériences dans d'autres lieux éducatifs? Une troisième question qui pose essentiellement celle du lieu. On a vu qu'une des stratégies des territoires, c'est justement d'investir des lieux qui sont des tiers-lieux, des lieux hybrides, des lieux à côté, pour pouvoir croiser finalement différents enjeux. Peut-être que la question, c'est où est-ce que ça se situe, mais comment est-ce que ça se ramifie avec d'autres lieux, avec le lieu de l'école, avec le lieu de la maison. Question essentielle, question de la coordination entre les différents acteurs. C'est une question qui est compliquée parce qu'en fait, parler d'alliance sur les territoires, c'est parler de quantité de cultures professionnelles différentes, de cultures organisationnelles différentes. Et il faut penser la manière dont ça peut se relier, prévoir du temps pour apprendre à se connaître, à travailler ensemble. Et puis prévoir aussi du lien entre les différents projets parce qu'on est dans des modes projets encore de façon très importante et il y a toujours une myriade de projets qui émergent. Donc voilà, il y a un enjeu de coordination. Un enjeu autour des données, c'est quelque chose peut-être qui est moins visible, mais monter une alliance, c'est aussi se mettre d'accord sur des indicateurs pertinents, sous-entendus sur justement ce qu'on cherche à produire ensemble. Et puis, évidemment, travailler sur la gouvernance, qui porte quoi, comment est-ce que c'est piloté. Voilà, donc ça c'est finalement peut-être les questions qui vont traverser les différentes présentations et puis je vais laisser Dory reprendre la main. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup Pauline et bravo. Alors il nous semblait essentiel de regarder du côté de ceux qui financent, de ceux qui soutiennent, de ceux qui initient ces projets d'alliance sur les territoires. Il se trouve que la Banque des Territoires a financé 2 programmes majeurs sur ce sujet-là et je suis ravie du coup d'accueillir Julie Stein qui va nous raconter tout ça. Je t'en prie Julie. Et la télécommande est ici, il suffit d'appuyer sur le bouton vert. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Si on parle d'alliance éducative, juste pour redonner le cadre de ce qu'on entend par une alliance éducative, en tout cas une alliance éducative réussie à la Banque des Territoires, c'est une alliance éducative qui fait travailler ensemble des acteurs locaux pour répondre à des besoins territoriaux et assurer la réussite éducative de tous les jeunes. Cette définition, elle sous-tend 2 notions qui sont pour nous clés. La notion de la collaboration d'abord. On est convaincu, moi je suis convaincue qu'aucun acteur ne peut à lui seul répondre à l'ensemble des besoins numériques, éducatifs, sociaux des jeunes et de son territoire. Il faut, parce qu'aucun acteur ne peut avoir
l'entièreté des compétences pour y répondre, parce qu'aucun acteur ne peut à lui seul identifier l'ensemble des besoins des publics et de son territoire, et parce qu'aucun acteur ne peut aussi seul adresser tous les publics avec qui il faut accompagner pour répondre aux besoins éducatifs. Je pense aux élèves, à leurs familles et aux enseignants. Et donc il y a un vrai besoin de travailler en collaboration, de mettre autour de la table l'ensemble des compétences et des connaissances. Et puis la deuxième notion clé, c'est la notion, comme l'évoquait très bien Pauline, des territoires, la dimension territoriale. Il faut, dans les alliances éducatives, bien sûr, une impulsion nationale, mais pour répondre vraiment aux besoins, il faut s'adapter au territoire. Or, aucun territoire n'est le même, parce que toutes les typologies de territoires sont différentes. C'est pas pareil, c'est pas les mêmes enjeux dans les quartiers politiques de la ville, dans les zones rurales, dans les territoires d'outre-mer, et même sur des typologies de territoires semblables. Évidemment, la zone géographique joue aussi beaucoup. Vous n'aurez pas les mêmes enjeux entre un village en Alsace et un village qui est situé sur la côte aquitaine. Donc il y a vraiment un besoin de s'adapter aussi au territoire, et donc une alliance éducative réussie, ça repose vraiment sur ces deux dimensions, la mise en synergie des compétences des acteurs au service des besoins propres des territoires. Cette conviction de ce qu'est un projet, une alliance éducative réussie, on se l'est forgée à travers plusieurs dispositifs qu'on opère et qu'on finance. Il y a deux exemples qui nous semblent particulièrement parlants en ce qui concerne des typologies d'alliances éducatives réussies. Le premier, le plus emblématique, que vous connaissez tous, c'est bien sûr les territoires numériques éducatifs que la Banque des territoires opère pour le compte de l'État. Juste pour redonner un petit peu de contexte, et là encore ça va faire beaucoup écho à ce qu'a pu dire Pauline. C'est un projet qui a été lancé à la suite de la crise du Covid-19 pour répondre à deux enjeux, assurer la résilience du système éducatif en temps de crise et garantir le fait que ce système éducatif-là soit aussi plus performant en temps normal et puisse permettre, en s'appuyant sur le numérique éducatif, la réussite de tous les élèves. Pour répondre à ces deux enjeux-là, il y a 4 axes, 4 grands champs d'action dans les TNE. La formation des enseignants, l'équipement des salles de classe, la mise à disposition de ressources numériques éducatives et l'accompagnement des parents. Pourquoi, et j'en dirai quelques mots rapides parce que vous allez avoir de belles illustrations qui seront plus parlantes peut-être que ce que je vous dirai là, mais pourquoi est-ce que c'est un exemple fort d'alliance éducative qui fonctionne, les TNE ? Parce qu'il y a un effet systémique, parce que ces 4 dimensions, elles fonctionnent ensemble et qu'on traite l'ensemble de la chaîne de valeur des besoins éducatifs, et parce que pour y répondre, on a mis autour de la table les acteurs publics, notamment les collectivités et les académies, et les acteurs privés, notamment les EdTech et les associations d'éducation populaire, qui ont les compétences pour y répondre et qui ont commencé à travailler en synergie. Pour illustrer ce que je veux dire et prendre un exemple très simple, les collectivités territoriales, du fait de leurs compétences, elles ont plutôt été positionnées, et c'est normal, sur la question de l'équipement des salles de classe. Simplement, avec TNE et avec la dynamique que ça a engagée, elles ont aussi pu profiter de leurs compétences, de leurs connaissances sur d'autres champs, par exemple sur le champ des ressources numériques éducatives. Et ça a permis à la fois, du coup, à chacun de sortir un peu de son champ, enfin d'ouvrir son champ de compétences et de se nourrir mutuellement des compétences des uns et des autres. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que TNE, c'est vraiment un exemple fort de ce qu'est une alliance éducative réussie. L'autre dispositif qu'on a financé en fonds propres à la Banque des territoires, toujours à la suite du Covid-19, c'est numérique inclusif, numérique éducatif. C'est un appel à projet qu'on a lancé à la suite de la crise sanitaire parce qu'on a une conviction très forte à la Banque des territoires qu'on avait avant la crise sanitaire, mais qui a été vraiment renforcée à la suite de la crise, c'est que pour répondre aux besoins en matière d'inclusion numérique, il faut traiter l'ensemble des politiques sur les questions numériques. Les enfants qui ont été en difficulté sur les questions d'école à la maison, c'est les enfants qui étaient eux-mêmes en déficit de compétences numériques, mais c'est aussi les enfants pour qui, dans les familles, il y avait un déficit de compétences numériques parce que des questions de fracture économique, de fracture sociale, de fracture géographique. Et donc, il faut traiter l'ensemble de cette chaîne de valeur. Si on ne donne pas le socle minimal de compétences aux élèves, on ne traitera jamais la question aujourd'hui de l'inclusion numérique et on aura toujours une part de la population qui manquera de compétences et qui sera exclue numériquement. Ces 80 projets lauréats, c'est presque 80 alliances éducatives différentes qui, là encore, se sont appuyées sur l'expertise d'acteurs privés
et d'acteurs publics qui, là encore, comme pour TNE, ont permis de se nourrir aussi mutuellement. Juste pour prendre un exemple de ça, on a un projet qui s'appelle les Intrépides de la Tech, qui est donc porté initialement par 5 structures: Simplon Fondation, la Compagnie du Code, ClassCode, la DRAN Occitanie et la DRAN de Versailles et l'association Job IRL. Ce projet-là, à la base, il y avait donc ce consortium-là d'acteurs. Il s'est très largement enrichi parce que le projet des Intrépides de la Tech, c'est de faire monter en compétence les jeunes de la primaire au lycée, notamment les jeunes filles, pour qu'elles aillent plus sur ces champs du numérique-là, et de leur faire découvrir les métiers du numérique, et donc notamment pousser les jeunes filles à se diriger davantage vers les métiers de la tech. Ça a fonctionné aussi parce qu'ils ont su s'ouvrir à d'autres acteurs, à des entreprises pour faire témoigner des femmes qui ont des métiers dans la tech, à des collectivités territoriales comme des régions pour faire appel aux compétences en matière d'orientation. Et là encore, on a observé vraiment cette dynamique-là. Les partenariats se sont nourris, se sont enrichis et ont permis de nouer des dynamiques sur le long terme. Pour arriver sur la fin de mon intervention, on observe qu'il y a vraiment, on a notamment observé avec ces dispositifs qu'il y a un peu 4 étapes clés pour permettre à ces alliances éducatives d'être fortes et de perdurer. C'est se trouver, saisir des occasions en communiquant, en cartographiant les acteurs de l'écosystème, les têtes de réseau, en misant sur la coopération. C'est bien sûr éliminer, même si c'est plus facile, j'en ai conscience à dire qu'à être réellement fait, mais éliminer la question de la concurrence, élaborer des diagnostics partagés, élaborer des feuilles de route partagées. Encore une fois, un seul acteur seul ne peut de toute façon répondre à l'ensemble des besoins éducatifs. Faire justement le pari du collectif en mutualisant sur les ressources, les compétences, les réseaux. Et enfin, anticiper une dynamique de long terme, ne pas penser qu'en temps projet, mais penser vraiment en dynamique longue, en dynamique éducative longue, en s'appuyant sur l'existant et en se créant des temps et des rendez-vous réguliers. On est convaincu que les alliances éducatives, c'est indispensable pour répondre aux défis éducatifs contemporains que l'on a, notamment sur les questions numériques. Et donc, pour conclure, ces dynamiques-là, ces alliances-là, elles doivent réellement être territorialisées, et ça nécessite donc une répartition claire des rôles et des compétences de chacun, l'État pour donner le cadre et les référentiels, les collectivités territoriales et les acteurs déconcentrés pour réellement donner l'impulsion territoriale, l'animation, le pilotage, et enfin les acteurs privés, je pense notamment aux solutions AdTech et aux associations d'éducation populaire pour garantir l'innovation, l'outillage et l'accompagnement de l'ensemble des publics. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie. Alors, une double introduction qui rappelle bien les enjeux d'Alliance. Je vous remercie toutes les deux pour ce cadrage et cette introduction. Et je vais avoir du coup la joie et le plaisir d'accueillir les intervenants qui suivent. Donc merci à toutes les deux. Je vous laisse, parce qu'en fait on n'a pas assez de fauteuils pour tout le monde. Du coup voilà, l'idée c'était d'essayer de donner la parole au territoire et d'essayer de savoir ce qu'il se passe concrètement. Alors j'ai le plaisir d'appeler, vous avez le droit d'arriver dans le désordre, Lydie Pierret qui est responsable de l'EduLab Pasteur à Rennes. Lydie, il n'y a pas ta photo car je ne l'avais pas. Sébastien Birban qui est délégué académique au numérique et qui nous vient de la Martinique. Sophie Lorimier qui est directrice générale adjointe de la Ligue de l'enseignement des Bouches-du-Rhône. Axel Gouillage, qui lui est responsable de la division du numérique scolaire à la ville de Marseille. Et enfin, Mathieu Cornuet, avec un Y, j'insiste, parce que j'avais fait une faute, directeur du pôle numérique pour l'éducation pour Seine et Yvelines Numérique. Bienvenue. L'idée donc, c'est que vous nous racontiez systématiquement ce que vous avez fait dans le cadre d'alliances, de projets partagés sur les territoires, et que vous nous racontiez, on va essayer de le faire sans langue de bois, avec beaucoup d'honnêteté, avec de l'autocritique, mais de la valorisation bien sûr, mais quand même, puisque pour les personnes qui assistent à cette conférence, l'idée c'est que ce soit aussi riche d'enseignements. Donc on vous écoute, et je crois qu'on commence par la Martinique justement, avec Mathémalin, Mathémaligne, un projet territorial qui permettait de lutter contre les stéréotypes de genre à l'école. On a parlé des intrépides de la tech tout à l'heure. Comment tu veux faire? Tu restes assis je vais tu vas te mettre debout. Mieux, tu veux aussi si je t'en prie. Ouais. Ça c'est la télécommande. Bouton vert. Ouais, bouton vert. Super. Et donc Sébastien, c'est à toi. Moi je reste juste là. Regarde. Merci Dory. Comme ça je te fais les gros yeux si ça déborde. Ok. Donc bonjour à toutes et à tous.
Donc, je suis le délégué de région académique au numérique et éducatif donc en Martinique. Et je vais vous présenter ce projet, donc projet partenarial, dénommé Mathémalin, Mathémaligne, qui cherche à lutter contre les stéréotypes de genre. Alors, quelques idées en vrac qui sont issues de la recherche. On le sait bien maintenant, les stéréotypes de genre ont des effets qui sont constatés dès la fin de l'école élémentaire, enfin même dès le CP, CE1, on peut même dire, avec des résultats en mathématiques qui baissent pour les filles à partir de ce moment. Et parmi les causes qui sont repérées, en vrac encore une fois, les perceptions et les attitudes des enseignants qui influencent directement les élèves, ça c'est un constat. Et les professeurs, femmes, quand elles sont dans des matières scientifiques, elles ont un effet plus important que quand ce sont des hommes. Donc ça a un impact. Donc tout ça, évidemment, tout ce contexte-là de l'école, amène un effet négatif sur la confiance en soi chez les filles en mathématiques notamment, une réussite scolaire qui se reproduit, avec ces stéréotypes qui sont véhiculés dans l'ensemble de la société. Et puis évidemment, derrière, on en a parlé aussi un peu tout à l'heure, des choix d'orientation et des métiers qui sont guidés par ces stéréotypes. Alors notre projet, en fait, on a cherché à vouloir former les enseignants pour qu'ils comprennent aussi que ces stéréotypes, ils peuvent être aussi véhiculés à l'intérieur de l'école. On a cherché à travailler pour limiter le stress des élèves, des filles et des garçons durant les séquences notamment d'évaluation en classe, à leur donner confiance, à faire connaître aussi aux élèves l'existence de ces stéréotypes, parce qu'on sait que lorsque l'on est conscient, lorsque l'on dit aux filles qu'elles sont capables, elles réussissent davantage. En faisant aussi connaître, on en a parlé aussi tout à l'heure, des rôles modèles pour les élèves filles. Alors ce projet, concrètement, il s'est matérialisé avec à la fois des conférences pour les élèves en classe, avec une chercheuse qui a fait sur plusieurs sujets des interventions à distance sous la houlette de la société Edumalin, donc qui produit la ressource numérique du même nom. Des conférences hybrides au sein des classes, mais aussi à distance pour les enseignants. Des ateliers pour les parents qui ont été menés par une association de médiation numérique. Donc à la fois découvrir la ressource, découvrir les stéréotypes, prendre en main l'espace numérique de travail. Voilà, tout cela, ça a été mené non pas dans l'établissement scolaire avec les enseignants, mais avec l'association. Enfin, les élèves ont aussi pu, par ce projet, prendre davantage en main la ressource numérique, l'exploiter davantage, que ce soit en classe ou à la maison. Alors l'écosystème sur lequel nous nous sommes appuyés, le porteur de projet était la ville. Alors moi je ne fais pas partie de la ville du Robert, mais j'étais à l'initiative du projet et de l'impulsion avec la société Edumalin. Et donc la ville du Robert s'est emparée de ce projet-là et on a réussi autour d'elle, avec l'aide de la Banque des Territoires, à constituer cet écosystème qui s'est avéré efficace et performant pour ce projet. Donc le côté académie, circonscription, la collectivité, j'en ai parlé, la chercheuse et l'association de médiation numérique. Alors l'impact de ce projet, on a formé environ 400 élèves, 18 classes à l'école, puis les élèves qui étaient en CM2 ont poursuivi au collège aussi. Donc ça nous a permis d'intervenir aussi sur le collège. Sur l'ensemble de cette ville, on a eu 207 familles touchées, puis 26 enseignants ou des médiateurs aussi qui ont été sensibilisés ou formés. Donc ça, ce sont des actions en fait, qui ont permis vraiment de toucher plus largement les familles, ce que ne saurait faire l'école seule. Et l'écosystème l'a permis. Un retour quand même très important, c'est la fierté. Moi, je pense qu'on est sur un petit territoire. On a un territoire qui est plutôt éloigné aussi. Et quand on arrive à mener et à faire aboutir des projets comme ça, ensemble, il y a une grande fierté que l'on n'aurait pas si en fait, c'était un projet qui était complètement descendant et qu'on pouvait se sentir imposé, comme c'est souvent le cas quand même, par les collectivités. Alors les enseignements de ce projet, ça recoupe avec ce qui a été dit juste avant par Julie Stein notamment. Voilà, donc ce projet, ça a permis de faire bénéficier de l'impulsion de la EdTech, voilà, de son expertise, que l'on n'aurait pas pu faire non plus en local, on ne l'a pas cette expertise, de lever les freins administratifs et financiers. Donc pour ma part, j'ai maintenant l'expérience de beaucoup de projets partenariaux, et c'est vrai que l'éducation nationale n'est pas toujours la mieux armée
pour pouvoir répondre efficacement, on va dire, à toutes ces contraintes financières et administratives. On a appris à mieux connaître les bénéficiaires aussi. S'appuyer sur une association de médiation numérique, ça nous permet aussi de nous adapter vraiment au public, à la population, alors que l'école parfois peut ne pas bien comprendre quelles sont en fait les vraies caractéristiques de cette population, et la médiation numérique qui fait de l'inclusion numérique a un atout sur ce sujet. On a utilisé l'écosystème aussi en agilité. Quand il y avait une défaillance de l'un, c'est l'autre qui l'a aidé. Quand il y a eu des aléas, on s'est alliés pour pouvoir y faire face. Et enfin, ça nous a permis aussi d'être concentrés sur notre cœur de métier. Ce que je disais tout à l'heure, l'éducation nationale, trop souvent, moi je suis dans des circuits financiers, des versements de subventions, etc. Alors que ce n'est pas mon boulot. Mon boulot, c'est plutôt de faire de l'accompagnement pédagogique. Et là, c'est ce qu'on a pu faire. Et au sein d'un écosystème, encore une fois, comme celui-là, on peut relever, comme on l'a dit tout à l'heure, l'importance de bien se connaître. Voilà, donc le fait qu'il y ait des annuaires, qu'il y ait des partages, qu'il y ait des communications régulières, ça c'est très important. Comme ça nous permet de se faire confiance, d'être conscient de ses possibilités, de ses limites, voilà, être ambitieux, mais aussi être réaliste, s'engager sur une durée raisonnable. Quand on a des projets partenariaux qui sont sur 5 ans, je suis désolé, mais c'est très très compliqué à mener, alors que comme celui-là, c'était sur 18 mois, on a réussi à donner tout pour être efficace dans la durée. D'être bien outillé aussi, ça c'est important. Donc c'est des choses que parfois les opérateurs nous amènent, parfois il faut construire soi-même, mais le fait qu'il y ait des kits de conventionnement, des kits de suivi financier, etc., quand on n'a pas la compétence dans la structure, ça permet aussi de faciliter l'ensemble de l'écosystème. Et puis je dirais juste sur ce projet, dont je suis très fier aussi, mais c'est un seul regret, c'est qu'on n'ait pas pu créer de commun, on va dire, pour pouvoir essaimer plus facilement, et que nous aurions pu, comme cela, partager aussi plus facilement ce que nous avons construit. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Sébastien. Merci, je t'en prie. Et maintenant, on accueille Lydie Pierret, qui nous vient de Rennes, et qui va nous raconter ce que ça fait de gérer et de construire et d'animer un lieu dédié à la question de l'éducation numérique. Donc je vais peut-être vous présenter tout d'abord ce que c'est que l'EduLab Pasteur. Alors l'EduLab, c'est un tiers-lieu éducatif municipal. Donc c'est un concept qu'on invente chaque jour, qui a la chance d'être dans un magnifique lieu qui est l'Hôtel Pasteur. C'est un des premiers tiers-lieux de Rennes. Donc on est un tiers-lieu dans un tiers-lieu. Et donc l'idée, alors ce projet date depuis 2017, mais on a ouvert qu'en mars 2021. L'idée du projet, c'était vraiment au départ, c'était très lié avec l'éducation nationale et d'être sur l'invention autour de nouvelles pédagogies autour du numérique. Et puis, la vie a fait que le numérique évolue chaque jour, et donc notamment autour de ces questions de réseau et de partenariat. Et donc l'idée de départ est restée, mais le contexte a un peu évolué. L'idée de départ, donc, c'était vraiment de créer. Donc, on est un Fab Lab ou Lab Fab, parce qu'à Rennes, on parle en français, donc on a un réseau de Lab Fab, et on fait partie de ce réseau-là. Et donc, on est évidemment dans une logique de faire, mais faire plutôt autour de l'éducation artistique et culturelle et de l'éducation aux médias. Donc, en fait, voilà, vous voyez un peu les photos. Donc, nous, on est dans la création, en fait. On est vraiment sur des choses. Voilà, on part de la création, c'est notre point de départ. Donc, vous avez des brodeuses, on a de la sérigraphie numérique, on fait des podcasts, voilà ce genre de choses. Donc, c'est notre point de départ. Donc, au départ, on était vraiment sur l'idée de travailler sur des compétences techniques pures. Et puis maintenant, évidemment, on a intégré la question de l'ensemble des usages et cultures numériques, et on travaille aussi la question des compétences psychosociales, d'éducation, citoyenneté numérique. Alors, ce qui a un peu évolué, c'est que du coup, on s'est dit finalement, un peu comme dans les problématiques qui ont été évoquées au départ dans l'introduction, on s'est dit, au départ, on était vraiment centré avec l'éducation nationale, puis on s'est dit, quand on a renouvelé donc, le plan numérique éducatif local, si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler. Et donc, du coup, on a mis l'EduLab un peu au cœur de ce dispositif partenarial, et comme un lieu ressources et d'expérimentation, en se disant, on se décale un chouïa, et on travaille avec tout le monde,
recherche comprise, l'ensemble des acteurs du territoire qui fourmillent à Rennes, parce qu'on a vraiment cette chance d'avoir énormément d'acteurs associatifs et notamment sur le champ du numérique, et notamment une recherche très active sur le sujet. Donc on s'est dit finalement on va retravailler ensemble, on va partir de ça et on va créer pour le coup un commun du coup autour de la pédagogie numérique pour inventer ensemble de nouvelles formes d'ingénierie pédagogique numérique. On a une autre dimension, puisqu'on a une dimension aussi tiers-lieu qui est aussi de se dire finalement on invente une autre forme de rapport à l'administration et une autre forme de gouvernance. Et du coup un changement de rapport aux administrés. Et du coup avec l'idée que un jour peut-être ils prendront le pouvoir, comme ça s'est fait dans certains LabFab. Et voilà, on n'en est pas là, mais on y travaille. Alors, ce qui fonctionne bien, c'est la dimension pédagogie détournée par le biais des équipements artistiques. Ça, c'est vraiment un super outil. Parce que pour le coup, on travaille avec des artistes. Et les enfants, quand ils font de la stop motion, ils n'ont pas l'impression d'avoir appris à se servir du clavier, de la souris, apprendre à faire une photo, etc. Parce qu'ils ont créé un film et c'était ça l'objectif de départ. Et surtout, ce qu'on se rend compte dans ce lieu, au-delà déjà de la vie commune qu'on a avec l'ensemble de l'espace, et des autres structures et autres qu'il y a dans le lieu, c'est qu'on vient surtout pour faire ensemble, en fait. Alors, ce qui est à la fois un atout, mais aussi une difficulté, parce qu'il y a une dimension très ludique des choses, et finalement, on en oublie un peu ce qu'on était venu faire. Alors, c'est bien parfois, mais c'est bien aussi de s'y recentrer, et que peut y avoir une dimension un peu occupationnelle parfois du lieu, pour les centres de loisirs, pour les animateurs, éducateurs, enseignants. Et donc ça, c'est vraiment un truc, quelque chose qu'il va falloir qu'on travaille et on remuscle un peu la dimension pédagogique, voilà, ce qu'on vient y faire. L'idée aussi, c'était le constat qu'on avait fait avec l'éducation nationale, c'était finalement, il y a plein de super outils, mais les enseignants n'ont pas le temps de se les approprier. Donc on s'est dit finalement, l'objectif du lieu quand même auprès des enseignants, c'est qu'ils testent des pédagogies, des médiations, des équipements, etc. Et que du coup, ils s'approprient dans le faire. Et pareil, sans forcément s'en rendre compte, toujours dans une logique de pédagogie détournée, et puis qu'ils puissent reproduire ça ensuite, puisque nous, on a une logique de prêt aussi, on prête pas mal d'équipements en lien avec l'éducation nationale. Donc, globalement, ce qui a fonctionné aussi sur l'ensemble de cette logique-là globale de réseau, et ce qu'on est en train de travailler, c'est la question aussi du discours commun. Donc là, on va plus sur la question de l'éducation et citoyenneté numérique. Donc on organise des petits déj numériques, des temps, on est en train d'imaginer des formats de labos de médiation pour contrer un peu l'effet silo dont on parlait tout à l'heure. Cet effet silo, on est de moins en moins au niveau de la logique du lieu, mais ça s'accompagne, c'est-à-dire que ça s'accompagne très fortement. Il faut beaucoup de temps pour construire ensemble et créer des outils communs, créer des temps communs. Et voilà, il ne faut pas tant de budget que ça, mais il faut beaucoup d'accompagnement, pour le coup, humain et d'outils aussi communs. Donc ça, c'est un peu les souhaits que l'on souhaite travailler à terme. Et il y a un enjeu aussi, aussi en termes de temps, c'est qu'il nous faut aujourd'hui, vous êtes tous conscients de ça, c'est que ça change tous les jours. Donc il faut qu'on soit en veille continue. Et pour le coup, c'est une vraie difficulté en veille continue et surtout pour maintenir notre discours commun, qu'on ait le temps d'échanger. Donc quand des nouvelles logiques arrivent, des nouvelles techniques arrivent, il faut qu'on puisse se dire, voilà, qu'est-ce qu'on va partager ensemble, comment on va le travailler ensemble. Donc c'est le but un peu des labos de médiation notamment. Parfait, merci beaucoup Lydie. Vous découvrirez évidemment, si ça vous intéresse, l'ensemble des informations sur le site internet dédié, et je vous invite en effet à lire ce plan numérique et éducatif local en action, qui est quand même un document absolument passionnant. Merci. Alors du coup, cette fois-ci, on va donner la parole à un syndicat mixte du côté de Seine-et-Yvelines Numérique pour le cartable numérique, un programme d'accompagnement et d'équipement des élèves, des familles et des professionnels. Et c'est à toi, Mathieu. Bonjour à tous et merci pour votre présence. Donc, en effet, je vais vous présenter aujourd'hui le projet Cartable numérique.
Avant de démarrer, quelques mots sur ce qu'est Seine-et-Yvelines Numérique. Donc, on est un opérateur public de services numériques. On agit sur le territoire des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Et nous œuvrons pour les collectivités qui souhaitent faire appel à nos services, notamment sur le volet numérique éducatif, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, le dispositif cartable numérique est à l'initiative du département des Yvelines que nous avons accompagné. Pourquoi nous? Tout simplement parce que nous avons la délégation de compétences sur les 113 collèges des Yvelines. Donc, le département a souhaité immédiatement envisager le projet, le sujet, comme quelque chose de très transversal et que ça sorte des murs de l'école et d'aller au-delà de ces missions, on va dire, un petit peu habituelles. Avec notamment la mise à disposition donc, du cartable numérique. Ce qu'on voit, c'est la partie matérielle, matérialisée donc, par une tablette et son environnement matériel, mais également un ensemble de ressources. Donc une mise à disposition pas que sur la période du collège, mais également sur la période correspondant au cycle 3, donc du CM1 à la 3e, qui est cette continuité, à la fois cycle 3, cycle 4, à la fois le passage de l'école au collège, à la fois le passage de l'école, le lieu des apprentissages au quotidien, mais également la maison, avec donc dans la famille, et bien entendu avec le passage dans le périscolaire, entre le lien entre l'école et la maison. Donc il y avait vraiment une volonté de garantir, de permettre un accès stable, de favoriser l'inclusion numérique pour tous, et une volonté forte en fait du conseil départemental d'arriver d'être la la figure de proue de l'inclusion numérique sur le territoire. Donc si on rappelle un petit peu le contexte, le projet cartable numérique est issu d'un pilote qui a eu lieu à partir donc depuis le plan numérique pour l'école de la présidence Hollande, sur une petite vingtaine d'établissements, et arrive justement, ça a beaucoup été dit, il y a un changement avec l'arrivée du Covid, beaucoup d'émotions par rapport à ce sujet-là, se rendre compte que le numérique ça peut être un levier justement d'inclusion, de continuité, et donc décision de généraliser le dispositif. Et là, le département y a vu une opportunité pour accompagner les communes, tout le bloc communal, parce qu'il faut savoir, donc si vous ne connaissez pas forcément le territoire des Yvelines, c'est un territoire très varié, avec des zones de population dense, aussi des zones très rurales, des CSP++, et également, bien entendu, des populations plus défavorisées, donc vraiment un panel très large, et une disparité, et cette volonté que le département puisse accompagner l'ensemble de ses concitoyens et donner la même chance pour tous, à la fois les enfants, mais également aussi les familles. Ça a vraiment été pensé sur le sujet d'aller et de prendre conscience que le matériel et toutes les ressources qui sont dans ce matériel vont aller dans les familles. Et j'y reviendrai tout de suite. Donc, sur cette notion d'alliance. Donc, bien sûr, il y a des choses assez classiques. Donc, l'accompagnement avec l'éducation nationale, l'implication de l'éducation nationale à ces différentes strates, le niveau très terrain, le collège, donc qui va aller vraiment où les élèves vont avoir le matériel en main, donc il va accompagner le dispositif, avoir le pilotage pédagogique. Et après, toutes les institutions de l'éducation nationale, que ce soit la DRAN, la DRASI, donc la DRAN qui va accompagner sur la montée en compétences du numérique pédagogique, les enseignants, les établissements, le côté sécurité avec la DRASI. On a également, bien entendu, tout le lien avec les autorités académiques sur le pilotage du projet, l'implication de l'ensemble des parties prenantes. Et nous, notre rôle, ça va être ici, ça a été et ça l'est encore, d'être dans la définition, le pilotage du projet, être un facilitateur. Et là où je voudrais insister, c'est aussi l'accompagnement de la famille, prendre en compte ce côté où on sait, on a conscience, on ne se cache pas, on y va, on est volontariste sur le sujet, d'accompagner la famille à la prise en main de ce matériel qui arrive dans la famille, qui peut être parfois un petit peu perturbant. Donc c'est expliquer comment prendre en main ce qui est mis en place pour que ça puisse fonctionner aussi, que ce ne soit pas une difficulté, mais comment s'en servir comme un moyen pour eux également de s'emparer du numérique. Parfois, c'est le seul matériel numérique présent dans les familles. Mathieu, j'ai une question à ce sujet. Vous avez des intervenants au syndicat qui font les interventions auprès des parents ou il manque un acteur dans le schéma ?
Alors on a une équipe en fait dans l'équipe que je représente qui interviennent auprès des familles, donc de façon assez diverse. Ça peut être souvent sous forme dématérialisée, webinaire, de mettre à disposition des ressources numériques, mais également un accompagnement sur la partie logicielle avec une application de gestion parentale, leur expliquer comment on va pouvoir s'en servir, etc. Et on a également des actions. On prend contact avec les établissements pour ceux qui le souhaitent, qu'on puisse intervenir en établissement pour faire des moments de sensibilisation et de faire vivre l'ensemble des écosystèmes. On a parlé des traces dans l'ENT. Voilà, on a tout un écosystème et faire montrer aux parents comment ça communique, comment on peut s'en servir. Et là, j'ai parlé beaucoup du second degré, mais on a aussi ce volet vers le bloc communal, les communes qui sont parties dans ces dispositifs, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas qui sont sensibilisés à la question de l'accompagnement des parents. On peut se mettre en relation avec eux pour les aider à ce sujet-là. Alors, on nous a dit de ne pas être langue de bois, et donc là, je vous ai décrit le dispositif. Alors, il nous reste des défis. Au quotidien, c'est ce côté accompagnement des familles, c'est continuer à labourer le terrain, si j'ose dire, leur donner toutes les clés, tous les leviers pour accompagner leurs enfants. Ça peut être aussi un moyen, un prétexte parfois de renouer le contact, d'avoir parfois des relations un peu changeantes avec les enfants, dans le sens où montre-moi comment tu te sers du numérique pour moi aussi m'aider, me faire grandir. Et nous, l'idée, c'est de vraiment favoriser ce dialogue-là et de les outiller. On l'a évoqué, l'enjeu de la continuité éducative. Ce qu'on peut constater, et on œuvre pour faire sauter ce verrou-là, c'est qu'il y a un dispositif qui a été fourni, qui est tagué département, qui est parfois présent au sein de certaines communes, et la commune n'ose pas s'en emparer pleinement, notamment surtout le volet périscolaire. Donc l'accueil du soir, des vacances, etc. Donc on a vraiment pour volonté d'aller promouvoir le dispositif, montrer comment on peut s'en servir aussi comme levier pour leurs activités périscolaires et accompagner aussi l'éducation numérique et l'acquisition de compétences numériques. Avec l'arrivée de l'IA, on est encore plus sensibilisé, mais ça a été dit aussi, c'est la question de la donnée. Sujet très important pour nous, avoir des remontées qualitatives et quantitatives des usages, à la fois pour nous aider dans le pilotage, mais également pour motiver, rassurer les collectivités qui font des investissements quand même assez lourds à ce sujet-là. Et puis on l'a mentionné également, c'était un des enjeux, c'est le temps long, pouvoir garantir que ces dispositifs vont durer un petit peu au-delà du moment de la photo où ça se lance. C'est un peu parfois le travers qu'on peut voir dans les projets. On fait la photo, on coupe le ruban, et après on oublie qu'il y a tout le suivi au quotidien. Et arriver à mobiliser l'ensemble des acteurs, ce que c'est toujours aussi important, même si ça fait 1, 2, 3 ou 4 ans que c'est déployé. Merci beaucoup Mathieu. Et enfin, merci beaucoup. Dernier projet, cette fois-ci on se tourne du côté de Marseille. Sophie et Axel, je vous laisse prendre le micro. Vous restez assis ? Si ça t'embête pas, oui. Mais ça m'embête pas du tout. Okay. Les Marseillais restent assis donc. Et c'est parti pour discuter du parcours éducatif des petits explorateurs du web qui permet de développer la citoyenneté numérique sur le territoire. Merci de nous proposer ce moment de valorisation de ce parcours et de ce projet qui nous tient à cœur. Donc on parlait d'alliance, du coup merci de nous donner aussi la chance de répondre à 2. On aurait pu être même 6 parce qu'effectivement il y a beaucoup de partenaires sur ce parcours. Un parcours qui porte donc sur la citoyenneté numérique et qui visait donc à apporter du coup des outils aux élèves mais aussi aux enseignants et qui a connu comme point de départ en fait un baron d'honneur. Nous avons fait sur une semaine dans les écoles marseillaises qui visait en fait à coupler 2 actions, des interventions de sensibilisation dans les classes de CM1 et CM2 avec la CNIL et le soir des opérations appelées les kermesses du numérique. On s'est rapidement rendu compte en fait que les séances en classe passionnaient les élèves, intéressaient les enseignants. On avait des élèves qui ne partaient pas en récréation pour continuer à échanger avec les intervenants.
On avait le soir sur les kermesses des parents qui envahissaient les espaces et sur certains moments on était obligé d'ouvrir des salles supplémentaires et qu'on était obligé de chasser à un moment, de dire il faut rentrer à la maison, il faut qu'on nettoie l'école, vous avez des enfants à nourrir, parce qu'on était réellement sur des sujets qui les passionnaient et qui touchaient profondément à leur quotidien. Donc du coup, l'objectif double était effectivement les enseignants, les élèves, mais aussi et principalement les parents. Je te laisse la parole, Sophie, pour aborder ce sujet. Oui, donc sur la question des parents, on a la chance d'être coordonnateur du volet parentalité. Alors bien près, Sophie, parce qu'il se trouve qu'Axel a une voix qui porte énormément. Donc, ok, du coup, voilà. On est coordonnateur du volet parentalité sur le territoire numérique éducatif, ce qui nous a permis d'apporter le complément sur l'accompagnement des parents et également de travailler cette question de la continuité éducative. Donc on a également sur nos ACM, nos accueils collectifs de mineurs, pu intervenir sur les différents dispositifs de la ville. Donc c'était important pour nous sur ce volet de la parentalité d'accompagner et de partir d'un projet qui est au sein de l'école pour l'élargir sur un autre temps. Voilà. Sur les différents partenaires impliqués, voilà, il y en a plusieurs. Peut-être la caractéristique à dire au-delà des partenaires qui sont inscrits, c'est on a l'habitude de travailler en partenariat. La différence, c'est qu'on n'est pas avec les mêmes partenaires. Alors, je vais parler de la ville, par exemple. On a l'habitude de travailler au niveau de la Ligue de l'enseignement avec les partenaires éducatifs, du périscolaire, du temps scolaire. Là, c'est d'être avec les services techniques sur les questions éducatives et du numérique. Donc là, on est avec Axel qui est sur le CIM, donc acteur qui met en place les ordinateurs. Et également, au niveau du rectorat, on était avec la DRAN. Et c'est du coup de créer une alliance éducative à un niveau qui n'est pas le même que celui où on a habituellement on a l'habitude d'intervenir. Donc ça, je pense que c'est à noter parce que dans cette alliance, c'est pas tant les logos des partenaires, mais le type de personnes avec qui on a construit le parcours qui paraît être intéressant dans cette construction du parcours explorateur du web. Du coup, ça rejoint les introductions de Pauline et de Julie tout à l'heure. C'est effectivement, finalement, saisir des opportunités, saisir des moments et des partenariats du coup qui se présentent à nous. Alors ces partenariats, je vous avoue que certains, j'étais un peu dubitatif, mais d'autres y croyaient plus que moi. Ça nous a en fait poussé aussi à oser. Et c'est ce qui nous a aussi permis de creuser, d'avoir des propositions, par exemple de la DRAN, qui est venue à un moment cofinancer, par exemple, des interventions, des propositions théâtrales. Ça a été le débordement de propositions aussi de la Ligue de l'enseignement, parce que c'est effectivement une chance d'avoir eu TNE sur notre territoire. Ça m'a permis de rencontrer Sophie et ses équipes hyper compétentes, hyper au courant aussi de la particularité du territoire. Je crois que c'est Julie qui en parlait tout à l'heure. La particularité du territoire d'une grande ville, de manière générale, c'est la variation aussi de ces classes socio-professionnelles et du coup de l'approche qui doit changer finalement sur des problématiques comme la citoyenneté numérique. La CNIL, on n'a plus besoin de les présenter. Je pense que voilà, ils sont maintenant incontournables. Mais derrière, on a réussi aussi à avoir l'appui de Canopé, l'appui des équipes des EREN qui ont participé à l'élaboration d'une mallette pédagogique mise à disposition des enseignants. Et pas que des enseignants du parcours, du coup, c'est quelque chose qui vise du coup à être proposé à tous les enseignants de la ville. Les étapes du parcours, donc l'objectif, si vous voulez, après ce premier baron de test était effectivement de porter un projet sur toute l'année scolaire en débordant des temps scolaires, mais surtout arriver in fine à avoir une trace pour les élèves et pour les enseignants et pour les parents. Donc tout a démarré par une première étape qui était une journée d'atelier. Donc forcément, compte tenu du périmètre, ça a duré une semaine et on a vu les classes se succéder sur des ateliers autour du numérique éthique et responsable.
On a enchaîné donc avec nos fameuses interventions de la CNIL dans les classes pour ensuite proposer les kermesses du numérique le soir avec la Ligue de l'enseignement. La quatrième étape, c'était donc une représentation théâtrale sous forme un petit peu de théâtre forum qui permettait donc aux élèves d'interagir avec les acteurs sur une thématique qui était la place de l'écran, la place du numérique dans la famille. L'étape pour laquelle j'étais un peu plus dubitatif, mais qui finalement a eu un succès fou, parce qu'à la base, on l'avait mise en option, et puis tous les enseignants l'ont choisi, c'est le permis Internet avec les services prévention de la police municipale, qui en fait est venu compléter un petit peu donc l'offre qui était portée sur d'autres thématiques. Et pour finir, le trophée des classes, donc vous connaissez peut-être, co-organisé par la CNIL et le ministère de l'Éducation nationale, et qui vise en fait de proposer aux classes une production, de faire une production numérique sur une thématique en lien avec la citoyenneté numérique. Et c'est quelque chose du coup dont les enseignants se sont emparés, les classes aussi, et qui ont donné des super résultats. On voulait du coup faire un focus sur une des étapes importantes qui sont les kermesses du numérique, et du coup Sophie va vous en parler un peu plus. Donc ces kermesses du numérique, c'est en fait pour attirer les parents, ça soit à l'issue d'une semaine qui se passe au sein des écoles, c'est d'avoir quelque chose où les enfants ont envie d'aller. Donc d'où le nom kermesse du numérique, avec une approche très déculpabilisante, et où l'enjeu, c'est de créer du dialogue entre les enfants et les parents sur les grandes questions du numérique. Donc il y a 4 thématiques qui sont traitées, qui sont traitées avec du débat, donc sur la question des écrans, donc le temps d'écran, et après où on présente des outils, des applications numériques qui sont disponibles, qui sont pour la plupart gratuites. Dans certains, il peut y avoir des achats intégrés, ce qui permet de traiter la question avec les parents, de questions très concrètes qui se posent tous les jours quand ils sont avec les téléphones et avec les tablettes. Et donc ça permet de faire du numérique éducatif, donc comment faire des révisions. Je vous dirai le nom des applications. Il y a Aris qui est là, qui pourra vous dire comment elles fonctionnent. On a sur la question de la programmation, sur la question des jeux vidéo, de la robotique éducative. Donc c'est des choses très concrètes où les parents et les enfants repartent avec des applications éducatives qu'ils peuvent appliquer au sein des familles. Et après, on a un petit document qu'on prépare, ce sont les 100 ressources pour les parents, qui sont toutes des applications et des numériques qui sont utilisables. Notre enjeu principal, c'est de créer le dialogue, en fait, de créer le dialogue entre les enfants et les parents sur ces questions-là, pour pas que ça isole chacun de son côté, mais qu'on soit bien dans des questions de partage. Voilà. Après, on est sur des jeux vidéo collaboratifs à certains endroits, sur les plus grands. Donc c'est de cette façon-là où on arrive à impliquer beaucoup de parents, parce que la notion de café parents, on le fait aussi, mais c'est souvent plus difficile de mobiliser sur ces questions-là. Et là, on arrive, en termes de chiffres, à avoir plus de parents qui se mobilisent sur ces événements et de toucher plus de monde, notamment dans les quartiers prioritaires. Oui, alors pour y avoir participé, on retrouve des sourires sur les visages des enfants, des parents, c'est des super moments, et qui sont précieux finalement sur une époque où, comme disait Sophie, le numérique segmente les générations et les familles. Voilà, je vous laisse prendre connaissance des chiffres. On espère en proposer encore plus, avoir un passage à l'échelle, ne serait-ce que pour la ville de Marseille. On a 470 écoles à Marseille, donc vous imaginez bien que pour l'instant, c'est une goutte d'eau. Mais voilà, du coup, grâce à TNE, grâce à la Ligue, grâce à la trousse à projet, c'est quelque chose qui a été possible, qu'on espère qui fera des émules. Voilà. Merci beaucoup. Alors on est vraiment sur la fin, je crois qu'on a dépassé d'1 minute et donc il faut absolument qu'on s'arrête, mais simplement pour vous dire que je pense qu'on pourrait conclure d'abord sur 5 enseignements à mon avis partagés et sur une autre idée, c'est qu'ils restent disponibles, ils sont par là,
Vous pourrez les retrouver juste devant si vous avez des questions précises, et c'est valable aussi pour Pauline Reboul et Julie Stein qui est quelque part, je crois. Donc ça, c'était pour les... juste ici. Et par ailleurs, du coup, je pense qu'il y a 5 enseignements clés. Vous me dites si on est à peu près aligné, comme ça on libère la salle. Le premier, c'est l'importance des collectivités dans le portage. Tu l'as dit, Sébastien. Lydie, évidemment, l'EduLab Pasteur à Rennes est porté par la collectivité. La ville de Marseille, c'est encore la collectivité, et Seine et Yvelines Numérique a cité à plusieurs reprises le conseil départemental. Donc on voit bien l'importance des collectivités dans le portage. La deuxième idée, c'est la question, dans des programmes d'éducation numérique, vous l'avez tous dit, la question des parents. Donc ça vient poser les sujets de parentalité numérique et de qui sont les acteurs qui interviennent auprès des parents et qui connaissent les formes qui vont permettre de mobiliser les parents pour les accompagner dans la découverte du numérique. Donc ça veut dire que ces programmes-là concerne aussi les acteurs de la parentalité dans un scénario parfait. Troisièmement, c'est systématiquement y aller du CNAT, on le voit, mais évidemment, on voit que de plus en plus, il y a les structures d'éducation populaire, qu'on peut avoir les acteurs de la médiation numérique, qu'il y a des conseillers numériques encore sur les territoires, et que potentiellement, il y a des alliances qui sont possibles entre des syndicats mixtes par ailleurs, et en effet des acteurs de la médiation qui sont, eux, soit embauchés par les associations d'ailleurs, soit par les collectivité. Et peut-être la dernière chose, c'est que vous signalez tous et toutes qu'on a un problème de continuité là maintenant, un besoin de financement. Certains programmes sont en fin de programme, justement. On n'a pas de garantie que certains financements soient reproduits. Je ne suis pas sûre qu'on sache exactement où est-ce qu'on en est sur certains d'entre eux. Tu ne l'as pas dit par politesse, je crois, mais on s'interroge aussi sur certains dispositifs publics. Et que du coup, toute la question maintenant, ça va être en effet de faire des communs, de capitaliser. Nous, on dit faire du compost aussi, c'est-à-dire de capitaliser, de produire des matériaux riches et utiles pour les autres afin de garder trace de ce qui s'est passé. Mais par ailleurs, ça veut dire qu'il va falloir construire l'avenir ensemble et certainement dans des logiques d'alliance. Merci. Ok, vous restez par là pour les gens qui auraient des questions. On fait une petite photo avec tout le monde, c'est pour les réseaux sociaux. Et vous avez le droit de consentir ou pas, parce que si la CNIL est là, soyons clairs. Merci à tous et à toutes, merci encore. Et vraiment, ils sont là dans 2 secondes, on fait juste la photo. Merci beaucoup, à très vite.